Au début des années 80, naissait Starfix, magazine cinéphile fondé par une bande d'accros au grand écran. Ses fondateurs se sont imposés comme les défenseurs acharnés de tous les cinémas, des grands films hollywoodiens aux plus obscurs films de zombies traités avec la même passion. Fantastique, policier, films de guerre, fantasy, western, tous les genres sont passés sous la plume de ces journalistes en herbe, devenus scénaristes, bédéistes ou réalisateurs, comme Christophe Gans, Nicolas Boukrieff ou Doug Hedline. 25 ans après l'arrêt de ce magazine devenu culte, son épopée est racontée dans Starfix, Souvenirs du futur. Et ces souvenirs, Doug Hedline les partage avec nous. Quand je l'ai lu, je vous ai imaginé, vous, cette bande-là, un peu comme une bande qu'écrirait Stephen King. Un peu comme une bande de... C'est hyper gentiment que je dis le club des losers. Ce fameux club des losers qui aime ce que n'aiment pas les autres, qui aime les petits trucs de niche, qui regarde des trucs dans sa cave et tout. Est-ce qu'il y avait un peu ce côté-là? Oui, il y avait un côté secte des cannibales. Oui, il y avait un truc qui faisait qu'on était... différent, je pense, de beaucoup d'autres gens qui étaient eux aussi cinéphiles, mais qui étaient soit sur un versant plus classique de la cinéphilie, un espèce de mainstream critique qui était de bonne aloi à l'époque. Et puis il y avait parallèlement des gens qui étaient beaucoup plus bis que nous, beaucoup plus sur vraiment axés à fond sur les films gore, les films d'épouvante. Bon, voilà. Et nous, on était en fait un peu entre deux et préoccupés de découvrir des choses que, si possible, les autres n'avaient pas vues aussi. On essayait vraiment de défricher, de trouver des trucs dont personne n'aurait parlé, tout en mélangeant nos bases qui étaient quand même, pour beaucoup d'entre nous, de la cinéphilie classique. C'est-à-dire, on était quand même, je pense en particulier à Christophe Gans, on était quand même très férus de grands cinémas hollywoodiens, et ça allait jusqu'aux films muets. On s'intéressait aussi bien à Fritz Lang dans sa période muette que Murnau, que Raoul Walsh, John Ford, Howard Hawks, Hitchcock, et les cinéastes qui étaient les contemporains du moment où le journal a été créé, et qui étaient encore... en pleine activité et au meilleur de leur forme. Je ne sais pas, Dario Argento, par exemple. Bon, voilà. Donc c'était un spectre très large. La moyenne de la rédaction, c'était une moyenne d'âge de, je sais pas, 19, 20, 21 ans, par là, quoi. Et c'était une vie collective de cinéphilie absolument démente, quoi. On passait notre temps à être dans le cinéma, à parler de cinéma, à se raconter les films qu'on avait vus, à essayer de se donner l'envie d'aller voir les films que les uns avaient vus et pas les autres. Voilà, c'est comme ça qu'on serait retrouvés défendre parfois des trucs très improbables sur la foi des enthousiasmes des uns ou des autres. C'était marrant. Notamment un texte sur Rambo là, que je lisais dans le livre, qui est extrêmement spontané, mais qui fait aussi, je pense, aujourd'hui, en tout cas avec la culture Internet, qu'on aime des journalistes. Oui, mais on était à bloc, hein, c'est pour ça. C'est juste parce qu'on on était à fond. Et donc, effectivement, quand on se retrouvait avec Nicolas, on s'est retrouvé à cette fameuse projection avant-première de Rambo c'était au Palace, à Paris, donc, qui est une boîte de nuit... de folie à l'époque, où tout d'un coup on se retrouve dans une salle et l'attaché de presse ne nous avait pas prévenu, et c'était la projection pour le journal Tétu. Donc on était dans une salle pleine de gays bardés de cuir avec des tatouages partout, des casquettes Village People, et on regarde Rambo. Alors là, évidemment, la salle était chauffée à blanc, et donc nous on est sortis, ce film extraordinaire et tout. Il y avait un espèce d'enthousiasme collectif monstrueux, quoi. Donc c'est vrai que du coup après les papiers, c'est aller à fond pareil et tout ça, et on était à fond sur tout, quoi. On était à fond sur Mad Max. Ça pouvait être, dès que le film nous emballait, voilà. Il faut lire les papiers de Christophe Gans sur Argento, c'est à tomber par terre. Il y a une telle volonté de convaincre et d'utiliser une argumentation extrêmement sophistiquée pour faire passer le message. C'est très brillant, hein. Moi, je trouve que c'est des choses... voilà, c'est juste la force de conviction qui emportait le morceau. Il y a tout un passage sur la fin du livre où vous écrivez des papiers très personnels sur des choses qui vous ont touché, que ce soit... Alors, on a du Buffy contre les vampires, on a un peu de tout, des choses plus contemporaines, et vous avez choisi de rendre hommage à Bowie. Such a sad love, deep in your eyes, it kind of held you, open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. Il y a un des films de mon enfance qui est Labyrinthe, que j'ai vu, je sais pas, 7 milliards de fois. Cette touche-là, cette magie-là qu'il y avait dans Labyrinthe, elle a disparu, et j'ai l'impression que c'est la seule chose qui a vraiment disparu du cinéma. Aujourd'hui, c'est d'apprendre à parler aux enfants et aux jeunes intelligemment, poétiquement.
Oui, poétiquement. C'est-à-dire que les moyens techniques ont quand même évolué d'une façon énorme et ça permet de faire beaucoup plus de choses intéressantes. Sauf qu'on ne fait pas des choses personnelles intéressantes, généralement, ça peut arriver. Enfin bon, je ne veux pas une telle différence entre les animaux fantastiques, spin-off de Harry Potter, produit manufacturé industriel, et le film de Scorsese avec le petit orphelin dans la gare, Hugo Cabret. Pour moi, c'est la même came, c'est la même production industrielle, sauf qu'il y en a une qui est signée par Scorsese et l'autre par David Yates. Mais on n'est pas dans la singularité. Willow, le monde fantastique des nains, mon Dieu, mais qui irait faire ça aujourd'hui? C'est absurde, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut plus faire des trucs comme ça, effectivement. C'était un imaginaire très, très bizarre, tous ces films. Labyrinthe, exactement, très bizarre. Est-ce que Starfix, aujourd'hui, accueillerait de la série? Oui, probablement. Starfix a accueilli plein de formes qui étaient débutantes au moment où le journal s'est fait. Le vidéoclip, la pub, les jeux vidéo. Moi, Breaking Bad, ça m'a bouffé pendant 3 mois où j'étais là-dedans jour et nuit. Je pensais qu'à ça, je revoyais les épisodes 2-3 fois avant de passer au suivant. Bon, c'est vrai que c'est une implication forte quand la série est forte. Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. Les gens qui fabriquent ces séries, et je pense à Vince Gilligan, pour le coup, le créateur de Mon Breaking idole. Bad, Ouais, c'est mon un idole, absolument. énorme cinéphile. Énorme. Est-ce qu'en regardant Breaking Bad, vous vous êtes dit, mais évidemment, il a regardé tel film, mais bah bien oui, sûr, oui, ce bien sûr. cadre... Oui, il a certainement avalé énormément de films noirs, beaucoup de westerns. Il y a des scènes où voilà, ça fait penser à L'Enfer est à lui avec James Cagney. Enfin, il y a des tas de choses qui sont référentielles. Évidemment, pour le décorum, ça fait penser à certains Peckinpah. Il y a des tas de choses qui viennent d'ailleurs, mais il a une capacité à synthétiser qui est extraordinaire, ce gars. Moi, je suis très admiratif. Vous dites à la fin de votre papier sur Bowie que c'est à sa mort que votre jeunesse s'est envolée, enfin, que vous avez cette sensation-là. Est-ce que le cinéma, ça vous maintenait dans cette jeunesse? Oui, le cinéma doit donner un peu, ça doit infuser un peu quelque chose de vital, oui, forcément. Qu'on en soit spectateur ou fabricant, il y a forcément une espèce d'onde de choc qui passe et qui vous maintient à peu près réveillé. Il ne faut jamais arrêter de réfléchir sur le cinéma, ni de voir des films, ni d'aimer les films. Cette année, Doug Headline sortira Midi-Minuit, une BD mettant en scène des journalistes très cinéphiles. Et oui, quand on est starfixien, c'est pour la vie.